Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce panel qui va être vraiment très riche, justement parce qu'on va parler d'une thématique qui est très importante. Parce que durant les deux derniers jours, en fait, on a parlé de tout ce qui est gestion des déchets ménagers, donc avec toutes les problématiques liées à la gestion des déchets ménagers. Aujourd'hui, en fait, et surtout durant ce panel, on va essayer de relever toutes les problématiques, toutes, si j'ose dire. On va essayer de faire le topo, en fait, des problématiques liées à la gestion des déchets industriels. Donc, on a des professionnels avec nous qui vont nous parler justement de tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté, justement, par rapport à la gestion de ces déchets. On ne va pas parler uniquement des problématiques, parce que moi, j'aime bien toujours rester positive. Donc, on va parler aussi des opportunités qu'offre, en fait, justement, ce secteur. Donc, sans plus tarder, on va démarrer notre panel. Donc, avant justement d'inviter et de vous demander d'applaudir mes participants, justement, je me présente. Je suis Monia Elik. Je suis consultante internationale et je travaille sur les projets de développement, justement, dans les questions liées à tout ce qui est économie verte. J'étais représentante de la croissance verte Maroc avec la Corée du Sud, avec le programme Global Green Growth Institute. Et j'étais dans le cabinet de l'ex-ministre de l'Environnement qui était la haute championne du climat. On a travaillé sur la COP 21 de Paris et la COP 22 Marrakech. On a préparé toute la COP qui était un fort succès pour le Maroc. Alors sans plus tarder, je vous invite à applaudir justement mes participants. Donc je demande à... Donc je vais commencer par les filles, ce qui est normal. Alors, donc, je vais demander à Madame Touri Asberi, présidente de FEDEREC. Alors, je demande également à Rim Baji, consultante de Page, de rejoindre la table. Je demande à Monsieur Mansif Shrey de rejoindre la table également. Alors, c'est Mansif, en fait, il va représenter justement l'activité de l'association qu'il mène, en fait, et en même temps, il va nous parler il va nous donner une petite présentation sur la COVID, parce qu'en fait, la personne qui représentait le COVID, en fait, elle a eu un petit empêchement pour assister avec nous. Donc, je demande à Monsieur Youssef Assou, DG de CTPC, de nous rejoindre. Et il faut bien applaudir, il faut bien les encourager parce qu'on va bien les secouer. On va vraiment leur poser des questions bien pointues. Alors, je demande à Monsieur Nasreddin Yahyaoui de nous rejoindre également, qui représente l'entreprise Logipro. Et je demande à Monsieur Abdelhamid Lecheb, qui est directeur de la qualité environnement d'Afrique Câble, de nous rejoindre également. J'espère que j'ai oublié personne. Oui, pardon, Notine. Tu t'es mis carrément derrière, je suis désolée, je ne t'ai pas vu. Alors, je demande à M. Nourdin Cheb de nous rejoindre aussi, qui va parler du gros électroménager froid, qui va nous parler justement, qui représente l'entreprise ETI Environnement SARL. Allez-y. Alors, tu peux rajouter une chaise? Si Mohamed, tu rajoutes une chaise. Oui, ici. On peut venir là. Ramenez votre chaise. C'est bon? D'accord, pas de souci. Donc voilà, en fait, nous aussi, voilà, en fait, justement, nous y sommes justement pour parler d'une thématique qui est très, très importante. Donc là, on traite une autre catégorie de déchets qui présente de gros enjeux justement en termes économiques, sociaux, environnementaux justement. Et justement, je vous invite à poser des questions aux participants de ma table ronde, parce qu'en fait, on aimerait bien sortir avec des recommandations, voir un petit peu les difficultés que rencontre ce secteur et en même temps
trouver des solutions ensemble, parce qu'on a des amis africains qui sont avec nous, et on aimerait bien justement partager ces expériences avec vous, avec eux, afin qu'ils puissent avoir un petit peu une idée sur les pratiques liées à la gestion de ces déchets au Maroc. Donc, alors sans plus tarder, on va démarrer par Monsieur Mansef, qui va nous parler justement de l'association en fait, justement, qui mène autour de la gestion des déchets et la valorisation des déchets plastiques. Et après, je vous donnerai la parole pour parler de la COVAD. Voilà, je vous laisse présenter un petit peu l'association, ses orientations et tout. Oui, allez-y. Merci Mounia. Donc, je me présente, Mansef Chraï, je suis président de l'association Recyclage et Valorisation des déchets plastiques. Je suis aussi membre du GIE qui est en cours de formation, c'est un GIE plastique. Je fais partie aussi du conseil d'administration de la coalition des valorisations des déchets, COVAD. Et aussi, je suis vice-président du centre technique des plastiques et caoutchouc. Donc, je vais parler un peu de l'association et parler aussi du GIE. Donc, l'association, l'AMRP, l'Association marocaine de recyclage et valorisation des déchets plastiques, on a environ 35 membres, 34 sociétés industrielles de recyclage, plus une coopérative aussi qui opère dans le secteur du recyclage. Donc, on fait partie de la Fédération marocaine de la plasturgie, qui fait aussi partie de la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais parler directement du groupement d'intérêt économique qui est en cours de constitution. Donc, c'est un groupe qui contient 17 membres, 16 sociétés industrielles et une coopérative. Les capacités installées chez les membres de ce GIE sont d'environ entre 250 000 et 300 000 tonnes de déchets à recycler par an. Les sociétés existent dans plusieurs territoires. Donc, il y a des sociétés, par exemple, ici à Tanger, beaucoup sur l'axe Casaraba. Le gisement potentiel de recyclage du GIE qu'on étudie à travers 11 centres qui vont être placés dans différents territoires du royaume en fonction aussi de la taille de gisement de chaque territoire, c'est 220 000 tonnes à moyen terme, ça veut dire d'ici 5 ou 6 ans, lorsque tous les centres seront opérationnels. Donc l'idée de créer ces centres, c'est venu d'une problématique commune. Parce que quand on parle de déchets plastiques, c'est vraiment les plastiques. Les plastiques, c'est une dizaine de matières. La majorité ne sont pas compatibles entre elles, mais malheureusement, on les trouve ensemble dans des gisements. Donc, les sociétés industrielles de recyclage n'ont pas vraiment accès à ces gisements parce qu'ils sont mélangés et ils sont spécialisés. Au jour d'aujourd'hui, on a des sociétés qui sont spécialisées dans le déchet PET, ça veut dire tout ce qui est bouteilles d'eau minérale et eau gazeuse et limonade. Et c'est une matière dont la technologie au jour d'aujourd'hui permet de créer vraiment une économie circulaire, ça veut dire d'une bouteille déchet à un granule grade alimentaire qui peut servir à la fabrication d'autres bouteilles. Et c'est ce qui se passe à travers le monde et c'est ce qui est encouragé par les grands embouteilleurs, comme Coca-Cola par exemple, et qui se fixent des objectifs d'arriver à un pourcentage très important de déchets plastiques recyclés dans la fabrication de leurs emballages, les bouteilles.
Donc aujourd'hui, le tissu industriel de recyclage se positionne à travers ce GE comme un acteur qui veut travailler en collaboration avec les différents ministères pour l'organisation de notre écosystème à travers la mise à niveau des opérateurs un peu informels qui font la collecte et un peu de tri parfois, et en même temps essayer de fournir aux industriels une qualité de déchets qui est plus adéquate pour satisfaire les besoins des plasturgistes. Parce que, comme on sait tous aujourd'hui, si on parle de déchets ménagers, c'est environ 7 millions de tonnes de déchets au Maroc. En moyenne, il y a 4 à 5% de plastique dedans, c'est-à-dire 300 à 350 000 tonnes. Sur les centres de tri qui sont aujourd'hui opérationnels, on a estimé que plus ou moins 2% de ces déchets peuvent être récupérés, c'est des plastiques. Donc, tout ça nous ramène au jour d'aujourd'hui à cette idée de GE pour se positionner en tant que quantité qui peut être un réceptacle des différents types de déchets plastiques provenant du secteur post-ménager, post-commerce, post-agricole, pêche, bâtiment et post-industriel. À travers ce centre, ces déchets vont être triés. Une opération de réduction de volume va être opérée pour que le coût de revient du produit arrivé chez le recycleur soit intéressant, et aussi faire en sorte à ce que le bilan carbone de cette filière soit optimisé. Je pense qu'à travers le débat, ça serait plus important de développer plusieurs points. Et je pense que par rapport à ce GE qui est en cours de formation, c'est toutes les données que je peux donner pour le moment. Merci. Merci Simon. Alors, moi, j'ai pas mal de questions pour vous, en tout cas. Hein, donc, après, je laisse... Donc, alors, ma question, parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir, et que vous puissiez nous dire exactement qui forme ce GE, qui sont les membres de ce GE, qui est dans ce comité de GE. Et ma deuxième question, vous voulez que je fasse question par question? Oui, question par question. Allez, très bien, ça sera comme ça, vous serez concentrés. Alors, aujourd'hui, j'ai dit, au départ, il y avait 33 sociétés industrielles qui se sont manifestées pour faire partie du GE. Et comme on a des contraintes de temps, donc on a clôturé il y a pratiquement une semaine. Donc, on a reçu 16 dossiers de sociétés industrielles et une coopérative qui est aussi spécialisée dans le recyclage, et dont le représentant il est parmi nous. C'est la coopérative Kounouz. Donc ces sociétés, cette coopérative sont spécialisées dans le traitement recyclage de plusieurs types de matières plastiques. Donc le polyéthylène par exemple, le polypropylène, le PET, le polystyrène, le PVC, donc différentes catégories. Et leur capacité installée elle est importante, mais malheureusement on n'arrive pas tous à tourner correctement. Je peux dire que au meilleur des cas, les sociétés industrielles formelles de recyclage tournent à 40% de leur capacité. C'est au meilleur des cas. Alors ça, c'est ma deuxième question. On en est tout exactement. Là, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir, parce qu'on a parlé justement que le Maroc, il est en train de développer tout ce qui est recyclage, réforme du secteur des déchets, tout ça. On en est à quel taux aujourd'hui? Si je parle uniquement du déchet industriel, ou spécifiquement parlant du déchet plastique, on en est à quel taux exactement de recyclage? Alors, au jour d'aujourd'hui, on est environ à 13%.
on est à 13%. D'accord. Et nous avons étudié qu'à travers ce GIE, après que les 11 centres soient opérationnels, on pourrait éventuellement se diriger vers les 35 à 40%. D'ici combien de temps? D'ici 6 ans, si tout se passe comme on voudrait. J'espère bien en tout cas. Alors, en fait, vous avez parlé des centres de tri que vous allez mettre, si j'ai bien noté, vous en avez en centre, c'est ça? Vous avez prévu Exactement, il y a un à Tanger qui est prévu pour la zone nord. Vous pouvez nous dire juste les villes qui seraient concernées par ces centres? Il y a, sur la ville de Casablanca, il y a 2 centres. Il y a un centre sur Rabat, un centre sur Tanger, un centre sur Marrakech, un centre sur Agadir, un centre sur Oujda et éventuellement un centre sur Laayoune. D'accord. Donc, on a essayé un petit peu de couvrir les territoires et aussi la taille des centres en fonction des gisements disponibles. Donc, si je vous pose la question, par exemple, excusez-moi de vous interrompre, si je vous pose la question, par exemple, pour la région sud, quel pourcentage de, justement, quel gisement on a, justement, dans la région sud? Alors, dans la région sud, par exemple, on va trouver que la plus grosse partie du gisement, elle provient du poste agricole, parce que c'est une zone agricole. On a la plus grosse superficie de couverture serre au Maroc. Donc, à travers ça, il y a des films plastiques, il y a des tubes d'irrigation, il y a aussi de la caisserie, les caisses de manutention et d'emballage en plastique. Donc, il y a un gisement très important de déchets plastiques post-agricoles, beaucoup plus important que le post-ménager. D'accord, et au niveau, vous avez Laayoune aussi, vous avez dit Laayoune, non? Oui, parce que... Donc Laayoune, par exemple, ça m'intéresse de savoir exactement... Oui, parce qu'on a aussi une petite... disons, concentration d'agriculture sous serre dans la zone de Dakhla. D'accord. Et c'est aussi des superficies qui vont être augmentées à travers les stations de dessalement et les projets qui sont en cours. Donc il y a plus de superficie qui va bénéficier d'une irrigation et qui pourra aussi contribuer dans la production des maraîchages en général dans cette région-là. Et automatiquement, c'est des déchets plastiques. Parce qu'en général, dans une culture sous serre, les agriculteurs ils procèdent au changement du film plastique tous les 2 ans. Sachant que, par exemple, sur 1 hectare, en moyenne, on est sur du 2 tonnes de plastique. Donc, chaque hectare, en 2 ans, on aura 2 tonnes de déchets plastiques à récupérer que sur la partie film. Il y a aussi des tubes, il y a les gaines, il y a la caisserie. Donc on peut imaginer que sur 1 hectare, peut-être on va être plus de 3 tonnes de déchets plastiques. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, mais j'ai encore des questions pour vous. Pas de problème. On va les laisser vers la fin, justement, pour débattre et donner la parole, justement, à l'auditoire. Donc là, en fait, on a parlé des déchets plastiques. Dans le panel, en fait, on va parler justement des déchets dangereux et des déchets non dangereux. Donc là, on a parlé des déchets plastiques, malgré M. Monsif, il a parlé banal. Il a parlé des déchets de serre. Donc ça, c'est à débattre parce que c'est considéré comme un déchet dangereux puisqu'ils sont contaminés par les pesticides et ainsi de suite. Donc c'est traité à part. Donc là, je donne la parole. Donc on va passer justement à tout ce qui est déchets dangereux. Donc là, on va donner la parole à Monsieur Nordin Cheb. Je vais m'en rattraper puisque je vous ai oublié, je suis désolée. Donc voilà, pour nous présenter justement la filière du gros électroménager froid, comme un exemple justement. Je vous laisse ma place. Hop. Merci Madame Moni pour la présentation. Donc l'introduction. Je me permets de présenter la conception d'une filière. C'est celle de gros électroménager froid comme modèle de développement des filières de gestion des produits en fin de vie. Avant de commencer, j'aimerais juste donner quelques points sur
notre société, IT Environnement. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est expertise et conseil en environnement, économie circulaire, gestion de déchets et tout ce qui est cartographie nécessaire pour développer et mener à bien les analyses nécessaires pour les projets qu'on étudie. Donc de la phase conception, réalisation, suivi jusqu'à planification. On ouvre aussi dans tout ce qui est ingénierie de formation relative au secteur de l'environnement, en particulier pour tout ce qui est développement des programmes et ingénierie sociale et communication, en particulier auprès des trieurs et des chineurs, que ce soit en bilan ou dans les décharges. Et on assiste aussi, on accompagne les investisseurs et les décideurs territoriaux et les start-up. Pourquoi développer une filière? Il y a beaucoup de... D'abord, on commence par le pourquoi. Et généralement, une filière, là où il y a l'impact négatif important sur l'environnement, il y a nécessité, obligation, urgence de mettre une filière. Mais il y a aussi l'opportunité positive. S'il y a un impact positif de la matière et de la ressource, comme j'ai dit hier dans le cadre de l'économie circulaire et l'innovation, dans les produits en fin de vie, une filière est obligatoire à installer pour récupérer la valeur. Parce que la ressource, elle a une valeur de legs qui doit être optimisée, exploitée le maximum et la régénérer par la suite et l'intégrer dans le cycle naturel. C'est ça l'objectif. Et l'intelligence humaine, donc, dans un cadre logique, naturel. La deuxième chose, après la compréhension, donc, et comprendre pourquoi, donc, on passe à l'analyse détaillée de la chaîne de valeur, value chain Canva, du produit. Et lorsqu'on dit analyse, c'est tout l'environnement avec les acteurs, avec le cadre réglementaire, institutionnel, technique, financier, donc ça dépend de l'échelle étudiée, mais généralement c'est l'échelle nationale pour parler filière, pour arriver à mobiliser les acteurs et mettre à la fin une conception claire d'un modèle de gestion. Ce que je vais vous présenter, c'est les résultats d'une étude qu'on a menée pour la GIZ dans un cadre de projet de soutien à la NAMA Support Project. L'étude a été intitulée « Étude réglementaire, institutionnelle, technique, économique, financière pour établir une filière durable de valorisation des déchets des équipements électriques et électroniques, gros électroménager froid, en particulier les réfrigérateurs au Maroc ». C'est ça l'intitulé. Vous voyez que c'est long, mais comme on était en train de finaliser ou de cibler, donc on peut aller jusqu'à le produit et même définir un sous-produit dans une chaîne de valeur, parce que les chaînes de valeur sont multipliées, donc elles sont diverses par rapport à l'ensemble des produits existants. Déjà, les réfrigérateurs, ça fait partie actuellement des équipements d'échange thermique. Et selon la terminologie française, on parle généralement de gros électroménager froid. Donc c'est ça, GEM-F. Mais dans la réglementation européenne, c'est des équipements d'échange thermique. Ce genre de produit, en fin de vie, il constitue un déchet dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est composé de la mousse polyuréthane qui est gonflée avec un gaz à effet de serre, ou un gaz qui a un impact sur la couche d'ozone. Il y a aussi tout ce qui est gaz compris dans le compresseur, mais il y a aussi le fluide et l'huile contaminée par ce gaz. Donc, c'est pour cela le réfrigérateur est considéré dans l'état actuel et même jusqu'à les produits existants jusqu'à maintenant, l'horizon de 10 ans, il va continuer d'être déchet dangereux, même si on change le gaz. Parce qu'on est en train toujours de changer avec de cyclopentane, ce qui donc, il cause une dangerosité à part, surtout l'inflammabilité.
On a donc commencé par analyser la filière ou la situation actuelle. Et donc, ce que vous voyez, c'est une cartographie de la chaîne de valeur actuelle qui est marquée par l'informel. Elle est marquée par le formel, phase produit. Mais phase gestion de produits en fin de vie, c'est une phase informelle. Sachant que le réfrigérateur, elle ne termine pas dans la décharge. Elle termine chez les grossistes et elle est démontée. On récupère de la matière ou les matières et tout ce qui impacte, elle est là. Parce qu'il n'y a pas une gestion écologique de ces réfrigérateurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais juste par rapport à une question qu'il se pose généralement, combien de gisements et son évolution pour évaluer l'opportunité commerciale, l'opportunité business de ce marché. Déjà, pour comprendre une chose, on regarde ici l'évolution de taux de pénétration des réfrigérateurs en marque entre 1985 et 2018. Le taux de pénétration a passé de 18,2% chez les ménages marocains à 92% en 2018. Donc on peut arriver facilement à 95, 86 sans atteindre les 100% parce qu'il y a toujours des ménages en fragilité, en vulnérabilité qui n'ont pas accès à ce genre de produits. Mais par contre, il y a des ménages avec plus de 2 électroménagers, 3 électroménagers chez eux. Les calculs qu'on a faits, les projections, donc au Maroc, en 2030, il y aura pratiquement 10 millions de réfrigérateurs chez les ménages, avec une production annuelle de 600 000 réfrigérateurs mis en fin de vie. Donc c'est une quantité très considérable à gérer. Comment? C'est ça l'objectif ou l'alibi qui incite la mise en place d'une filière de traitement et de valorisation de ces produits en fin de vie. Pour scinder le traitement, parce que c'est un traitement très compliqué, parce qu'il demande une étape de broyage, de séparation, extraction des agents gonflants, ce qui est très technique. Donc il y a une phase on l'appelle étape numéro 0, préparation pré-traitement, et une étape numéro 2, retrait de l'huile et des réfrigérants, et on termine avec l'étape numéro 2, vous voyez ici donc une unité complète de traitement qui prend le produit de l'arrivée jusqu'à la récupération des matériaux et des métaux. À l'issue de l'étude qu'on a menée, donc, on a développé, donc on est arrivé à faire des recommandations sur le cadre réglementaire. Juste rapidement, donc, c'est accélérer et prioriser tout ce qui est intégration de la REP dans la révision de la loi 28/00. Et élaborer un arrêté spécifique pour la gestion des D3E. Il y a aussi des recommandations par rapport à la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone, comme l'élaboration ou l'actualisation, bien évidemment, donc, du cadre réglementaire au Maroc, parce que le Maroc il vient de ratifier la convention de Kigali, qui suit la convention de Montréal, qui gère les substances d'approvisionnement de la couche d'ozone, et aussi s'attaquer à la mise en place d'un système de gestion des bouteilles de gaz en fin de vie. Parce que généralement, on utilise ces bouteilles de gaz pour charger ou recharger les compresseurs, mais sans gestion de fin de vie de ce genre de produits, alors que ce sont des produits toxiques qu'on les trouve dans les décharges, avec un impact majeur et direct sur les trieurs. Pour tout ce qui est cadre réglementaire institutionnel, donc, on a recommandé la même chose pour cette filière, c'est comme pour le plastique. Donc c'est établir un groupement d'intérêt économique avec une forte participation des acteurs économiques. Pourquoi? Parce que c'est l'acteur économique qui doit investir pour récupérer la matière, pour récupérer la valeur. C'est une évidence. L'institutionnel est là pour accompagner
pour mettre les réglementations nécessaires, pour développer les normes, et non pas pour investir, et non pas pour dynamiser une filière de valeur. C'est ça la logique des filières. C'est le benchmark international de plus de 400 REP qu'on a, donc, sur pas mal d'études qu'on a vues. Donc, il faut utiliser et exploiter ce retour d'expérience pour démarrer rapidement, court-circuiter. C'est un concept très phare dans l'économie de développement. Court-circuiter les chemins, au lieu d'attendre et vivre 10 ans, 15 ans pour arriver au stade actuel qu'on est en train de vivre pour la gestion des produits en fin de vie. Maintenant, on est donc à l'échelle européenne, on est en train de mettre des passeports digitaux pour les produits. C'est pour assurer et accélérer la récupération de la valeur existante dans les produits de fin de vie. Donc, s'il y a une opportunité à saisir, si, c'est ça. Donc, je termine rapidement avec le modèle de gestion qu'on propose pour gérer cette filière, avec bien sûr toute l'organisation nécessaire, avec l'instrument phare, c'est le registre de produits à l'entrée, à l'émission de produits, et un registre des recycleurs, enfin, avec au centre la présence d'un éco-organisme, donc opérateur de reprise, coordonnateur, organisateur de la collecte, de traitement et de recyclage. Rapidement, pour mettre une filière durable au Maroc, on aura besoin de 2 centres de traitement première catégorie, donc complet, un installé sur la région Casaraba, donc comme il constitue 36% de gisements existants au niveau national, et un sur le nord, et avec 4 centres d'unités simples, Agadir, Marrakech, Fès, Meknès et Oujda Nador, donc pour assurer un maillage naturel et faciliter la logistique de collecte et de récupération de ces produits en fin de vie. Et merci pour votre attention. J'espère que ce n'était pas long pour vous. Je sais que la filière elle est très compliquée. Alors, on a des questions pour vous. Est-ce que vous Restez restez là ou vous voulez... Quand vous voulez, donc c'est... On va vous donner le micro, je pense, comme ça On peut rester comme ça Moi, je vais prendre le micro. J'ai une... Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait des interactions avec l'auditoire, parce que c'est... Marhaba. Voilà. Donc, je sais que c'est une filière qui est très compliquée. On en est où actuellement au Maroc, de cette filière-là, à votre avis? On commence par... c'est l'étude, c'est la conception. On est en phase d'étude. Phase étude-conception, parce que c'est une filière très difficile à mettre en place et qui demande minimum entre 3 ans et 5 ans de maturité, avec un financement qui avoisine les 100 millions de dirhams. Donc déjà, en termes d'investissement, des unités de traitement, sans parler de tout ce qui est logistique et gestion des produits, enfin, donc la logistique de reprise. Tout ce qui est logistique de reprise, c'est des chiffres hors 100 millions de dirhams. Très bien. Alors, si je vous pose une question qui est vraiment très technique, oui. Quelles sont les difficultés, justement? Pourquoi, en fait, on n'a pas trouvé de solution Pourquoi cette filière, elle n'est pas encore d'actualité? C'est quoi les difficultés, les grandes difficultés? La difficulté majeure d'un réfrigérateur... Enfin, on parle de tout. Hein. Oui, oui. Dans le réfrigérateur, parce que dans la maison, on a la machine à laver, on a le réfrigérateur, on a pas mal de choses. Oui, si on parle gros électroménager, donc il y a beaucoup d'opportunités, il y a des produits faciles à gérer. Ils sont gérés généralement, et récupérés et valorisés mais toujours informellement. Mais tout ce qui est électroménager froid, il pose problème à cause des gaz. Surtout tout ce qui est électroménager froid avec de la mousse polyuréthane gonflée par des gaz HCFC. Donc c'est ça la particularité, ce qui nécessite un traitement, un broyage dans un cadre confiné avec la récupération des gaz et leur traitement après. C'est un processus qui demande vraiment de la technicité, de la haute technologie de gaz.
votre avis, quelles sont les opportunités d'investir dans ce secteur? Il y a l'opportunité est là parce que l'exemple, on le trouve sur l'ensemble des pays, que ce soit européens ou américains, de l'Amérique, même en Asie. Donc on trouve ce genre de filières installées, des unités qui travaillent, qui récupèrent des métaux, mais aussi qui protègent l'environnement contre ces gaz. En fait, à votre avis, si on peut par exemple partager l'expérience avec, à votre avis, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour résoudre le problème de cette filière, par exemple, avec le contexte marocain, parce que je remets l'accent sur la maîtrise du contexte, parce qu'on a un contexte très particulier ici au Maroc. Donc on connaît le mode de consommation des Marocains, on sait comment c'est géré les déchets, et par exemple quand on a un frigo qui tombe en panne, on ne sait pas où on peut le déposer. Donc voilà, donc en fait j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous proposez par exemple comme, je dirais pas stratégie, c'est le mot, il est un peu trop fort, parce on est juste dans un débat, mais j'aimerais bien voir quelles sont les solutions qu'on peut proposer dans ce genre de filière, par exemple. C'est ça, donc je vais juste rappeler... Juste à votre avis, en tant qu'expert, mais rapidement, parce que je dois laisser la parole aux autres. Rapidement, pour... À l'auditoire. En fait, ce que j'ai prévu, c'est que je vais poser des questions techniques sur les présentations et après on va ouvrir le débat avec l'auditoire, avec tout le monde, exactement. Donc, on va le laisser vers la fin pour que ça soit vraiment... Donc j'essaye juste de provoquer un petit peu la réflexion de l'auditoire pour un petit peu préparer les questions, mais on va leur poser des questions très ciblées. S'il y a une opportunité dans le système marocain, c'est qu'on a les réparateurs dans tous les quartiers. Un maillage national des réparateurs dans les quartiers, ce qui facilite la reprise. Donc s'il y a un acteur clé à mettre en place et à intégrer dans la chaîne de valeur, c'est les réparateurs. C'est ça le message phare en termes logistiques. Après, tout ce qui est traitement, avec un investisseur et une connaissance dans le domaine, qu'il peut facilement faire le nécessaire pour récupérer des métaux et les introduire dans le cycle de production pour les autres industries. Très bien. Bah, écoutez, en particulier le cuivre, aluminium et acier. De toute façon, c'est pas fini les questions parce que je vais laisser la parole aussi à l'auditoire. Si vous avez des questions. J'essaie juste de les préparer en fait justement à poser des questions sur la filière si vous souhaitez bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Alors je pense que je vais utiliser celui-là, il est plus efficace. J'ai une petite voix. Alors donc je remercie Monsieur le chef justement de nous présenter la filière qui est une filière qui n'est pas simple du tout mais qui présente énormément d'opportunités. En fait, là, je vais donner la parole à M. Abdelhamid El-Chem, qui va nous présenter justement les perspectives de développement des filières de valorisation des déchets. Et il va nous parler, là, on va passer plutôt à la filière des batteries usagées. Donc, c'est une filière aussi qui est très compliquée. Et qui est les déchets, justement, des batteries usagées sont considérés comme des déchets dangereux. Donc, il va nous présenter rapidement, justement, la filière avec ses difficultés et ses opportunités. Je peux enlever celle-là pour montrer. Oui, ok. Je vous invite à tous en fait à préparer des questions parce que là on parle de déchets dangereux, de déchets non dangereux, afin qu'on puisse sortir justement avec des recommandations ou des solutions. Justement, j'invite nos amis africains justement à débattre avec nous justement, à nous proposer aussi, à nous parler un petit peu de leur expérience aussi. Donc ça peut être intéressant. Allez-y. Ok. Bonjour tout le monde. Donc, avant de présenter notre filière de recyclage des batteries, j'aimerais bien vous présenter notre société et qu'est-ce qu'on est en train de réaliser comme activité. Donc, je m'appelle Abdelhamid El-Chem, je suis directeur QSE, Qualité, Sécurité, Environnement, de la société Africable. Donc, Africable, c'est une société... Synchronisation...
un problème de synchronisation. Donc Africable en quelques chiffres, donc, on est une société donc, parmi les plus grands distributeurs fabricants des batteries au Maroc. Donc c'est une société qui a été créée en 1992 et on réalise actuellement un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros avec une capacité de production de 1 million de batteries, avec un effectif de 250 personnes et on est basé sur Casablanca. Donc Africable fait partie du groupe Shabi Inna Holding. C'est un grand groupe international qui emploie plus que 20 000 employés et qui se retrouve dans plusieurs activités. On va les citer par la suite. Deuxième slide. Par contre, en tant que premier producteur, donc Africable il a eu l'autorisation de recyclage moderne des batteries usagées en 2016. Donc, comme je viens de dire, donc, on fait partie du groupe Shabi Inna Holding, donc, qui est active dans plusieurs activités, parmi d'autres c'est l'industrie, avec plus que 30 entreprises au Maroc et à l'étranger, avec l'agroalimentaire, donc tout ce qui est agroalimentaire donc, et hôtellerie, il est connu par la chaîne Mogador, et aussi l'immobilier connu par Shabi Liscan. Donc juste une petite évolution de notre activité en termes de qualité. Donc Africable, c'est la première société marocaine à 100% qui a eu la certification en 1996. C'est à l'époque l'ISO 9002. Après ça, donc, on a eu en 2002 la certification auprès de l'OCDER, c'est le centre d'énergie renouvelable, puisqu'on fabrique aussi les batteries solaire. En 2003, donc, nous avons intégré la certification IATF, donc, qui est spécialement pour le secteur automobile, puisqu'on fabrique les batteries pour le secteur de montage automobile. Donc, et en 2010, on a eu le système intégré avec les 4 certificats, à savoir l'ISO 9001, 14001 pour l'environnement, le 45001 pour la sécurité santé au travail, et l'IATF 16949, qui est spécial pour le secteur automobile. En 2016, nous avons entamé la procédure d'agrément ou d'homologation de nos produits auprès de constructeurs automobiles Renault. Et d'ailleurs, en 2017, on a eu le privilège d'être le premier fabricant des batteries nationales qui livre à Renault pour les 2 sites, à savoir Tanger, qui fabrique plus que 300 000 véhicules par an, et Somaka, qui fabrique plus que 100 000 véhicules par an. Donc Electra, c'est le premier intégrateur national pour Renault. Et d'ailleurs, Renault, il vend les batteries en 85 pays au monde. Donc, ce qui fait, alhamdoulilah, donc, batterie Electra, elle est dans plus que 85 pays au monde. Donc, c'est un honneur pour le Maroc. Et d'ailleurs, exactement, donc, on a eu plusieurs certificats dans ce sens. En 2017, nous avons eu le prix d'innovation, puisqu'on travaille en collaboration avec des labos de recherche, parmi d'autres c'est Massir. Massir, c'est un grand laboratoire nanotechnologie arabe. Et en 2017, nous avons développé localement un produit qu'on a eu l'habitude de l'importer de l'étranger. Nous avons développé ce type de produit avec des matières locales, marocaines 100%. Et nous avons eu le premier prix d'innovation pour ce produit qui était breveté. En 2018, nous avons le label Salamatouna, qui a été lancé par le ministre d'Industrie dans le cadre de sécurisation des pièces à haut risque. Et parmi d'autres, c'est les batteries, les plaquettes de frein et d'autres.
En 2017-2018, nous avons reçu le prix de Hassan II de l'environnement. Et en 2022, nous avons pris le privilège d'être la société marocaine qui a eu le prix de qualité arabe, qui a été délivré en Arabie Saoudite. Ce qui fait d'ailleurs 2 entreprises marocaines qui ont eu ce prix, Sino et Super Serra. Pour le réseau de distribution, donc on a le souci d'être toujours à côté et répondre aux besoins de nos clients. Donc ce qui fait on travaille en réseau. Nous avons 8 agences au Maroc qui couvrent le territoire marocain, à savoir Tanger, on a une agence à Tanger, à Meknès pour couvrir l'agent du Nord et l'Oriental, et une agence à Rabat qui couvre la région de Rabat, Pénétra et le Rarb, et une agence, le siège bien sûr à Casa, une agence à Marrakech, et une agence au sud du Maroc, c'est Agadir qui couvre le sud. Donc ce qui fait on couvre tout le territoire marocain. Bien sûr, donc Africable, l'avantage c'est ne pas travailler seul, donc on est entouré par plusieurs partenaires avec lesquels on travaille. Donc parmi d'autres, je cite par exemple la FENEC, on est membre de la FENELEC, c'est la Fédération d'électricité. On est membre de l'association SDA qui est active dans le secteur de Sidi El Mourassi, et d'ailleurs qui compte plus que 100 membres dans son secteur. Massir, comme je viens de dire, c'est le laboratoire de recherche, puisque la batterie sans recherche, c'est une activité morte. Donc ce qui fait on est toujours dans la recherche et développement. CTF, c'est le laboratoire de contrôle à la frontière des batteries neuves. Et on travaille aussi avec des ministère d'environnement et d'industrie. Nos références, d'accord. Parce qu'en fait, ça nous intéresse surtout de savoir oui, bien sûr, bien sûr. Pour le recyclage des batteries. Bien sûr, donc je viens de suite. De suite, j'aborde exactement le recyclage. Nos références sont donc, on est référencé dans le semi-public, la première monte, aussi donc la grande flotte, et à l'étranger aussi on exporte notre batterie dans plusieurs pays, parmi d'autres l'Afrique, on est présent dans 8 pays en Afrique, Sénégal, Mauritanie et d'autres. On est présent en Europe, en France et en Espagne, et le Moyen-Orient, on est présent dans la Jordanie, et le Qatar et d'autres pays. Et on entre dans le vif du sujet, c'est le traitement des batteries usagées. Donc comme vous savez, la batterie usagée, c'est un produit dangereux. Elle est classée dans le catalogue marocain des produits dangereux, donc c'est le chapitre 16, et le code c'est le 160 601. Donc c'est un produit classé DD. Donc comme vous savez, la batterie usagée, donc il y a plusieurs impacts environnementaux. C'est la pollution, surtout la pollution du sol, puisqu'elle contient l'acide sulfurique qui est très dangereux. Donc c'est pour ça donc, la dangerosité de la batterie. Et aussi, il y a toujours le risque d'incendie, puisqu'on parle d'électricité, puisqu'elle stocke de l'énergie. Le risque de chanter le positif et négatif, ça peut faire un incendie là. Donc ce qui fait, c'est un produit très dangereux. C'est pour cette raison, nous sommes organisés en JE. C'est comme le genre comme vient de dire Simon, c'est pour le plastique. Donc nous avons entamé la procédure de recyclage depuis 2014 par un contrat de performance qui a été signé écosystème par le ministère de l'Environnement et le ministre de l'Industrie. Et dont le but, c'est la production de 2 millions de batteries à l'horizon 2020, puisque la source, comme vous connaissez la batterie, elle contient plus que 70%, c'est du plomb. Donc le plomb avant, elle vient de la minerie. Au Maroc, c'était Azlija au nord, et qui a fermé malheureusement en 2003. Ce qui fait on a l'obligation de travailler avec le recyclage. Donc maintenant, au monde entier, la plupart des fabricants de batteries, leur plan, il provient de le recyclage. C'est la deuxième fusion. Ça veut dire pas exactement si c'est une mauvaise qualité. Non, on produit le recyclage, c'est l'économie circulaire. Et on recycle à 100% les batteries et on récupère les batteries après plusieurs étapes de raffinage pour affiner plus le plan et le rendre pur à 100%. Donc le plan qu'on produit, c'est de 99,99% de pureté, donc pour qu'il soit bien sûr utilisé dans l'usine. Donc le deuxième point de cette convention d'écosystème, c'est la sécurisation de la provision de plomb par la mise en œuvre de la filière de valorisation des batteries. Donc c'est le marché local
il est estimé à plus que 18 000 tonnes par an, donc en termes des batteries usagées. Et nous, à partir de 2016, nous avons investi dans une étude de recyclage moderne à 100% avec un montant de 15 millions de dirhams. Donc, ce qui fait, et on a une capacité actuelle de traiter 10 000 tonnes par an. Mais malheureusement, comme ça a été dit aussi par la filière plastique, on tourne maximum 40%. À quoi est dû ça? C'est à cause, bien sûr, de l'informel, qu'on est en train maintenant de mettre tous les efforts pour organiser la deuxième phase, c'est la collecte des batteries et la création de GIE pour bien organiser cette partie de collecte. Donc les réalisations à ce jour, on a arrêté des décrets établis pour réglementer la collecte, le traitement et la valorisation des batteries usagées. Africable, donc c'est la première, comme je viens de dire, la première société qui a obtenu l'autorisation en 2016 et on a eu le renouvellement en 2021 et qui va être renouvelé tous les 5 ans. Donc ça, c'est un schéma d'économie circulaire, puisque le recyclage des batteries, il rentre dans le cadre d'économie circulaire. On recycle plus que 95% de la batterie. Elle est recyclée. Donc la démarche est simple. On prend la batterie, elle passe par une phase de broyage pour séparer tous les matériaux de la batterie. C'est par flottation. Il y a le plastique qui flotte en surface, donc c'est le PP, le polypropylène. Et par la suite, il y a l'acide qu'on traite. C'est une neutralisation. Et on est en train de penser à le régénérer pour le réutiliser encore une fois. Et la partie plombeuse qui représente plus que 64%, elle passe dans un four de fusion à 1000 degrés et par la suite, elle passe dans des cuves d'affinage pour affiner le plomb, pour le réutiliser encore une fois dans notre usine. Pour la partie plastique, aussi, il est valorisable. C'est le PP. Actuellement, on le valorise auprès de sociétés de plasturgie. Donc, on rentre donc encore dans le système de GIE de la partie plastique. Et on a eu l'intention, c'est-à-dire à partir de PP, on peut fabriquer la box plastique qui rentre dans notre usine pour les batteries. Donc ce qui est fait, rien ne se perd, rien ne se crée, donc on peut transformer la batterie en totalité. Il y a une partie aussi qu'on utilise dans l'incinération de flasson, la cimenterie, c'est la pochette en polyéthylène qui sépare la plaque positive et la plaque négative. Ça, c'est une partie, elle est énergivore et qui est valorisable dans les fours de la cimenterie. Donc, ce qui fait la batterie, elle rentre dans l'économie circulaire à 100%. Et d'ailleurs, on a le privilège, donc on a représenté le Maroc en 2017 en Finlande. C'était l'occasion de le premier forum de l'économie circulaire. Donc juste, on reste deux slides exactement juste. Bon, juste les avantages de cette économie circulaire de la batterie. Donc elle permet une économie des minerais et des matières premières. Elle permet une économie d'énergie allant jusqu'à 95%, comme je viens de dire, par rapport à la première fusion. Donc c'est une réduction des émissions de fer, des gaz à effet de serre. Et c'est une création d'emplois locaux pour la collecte des matières premières. Bon, je passe ce slide. Par contre, maintenant, les actions en cours qu'on est en train de réaliser. Donc, comme vous savez, donc, il y a le protocole de décarbonisation qui va être obligatoire pour le pays européen, puisqu'on exporte vers ces pays. Donc, on était dans l'obligation de faire plus d'efforts dans le cadre de décarbonisation. Donc, parmi d'autres, nous avons fait une analyse de notre cycle de vie. Et nous avons déterminé l'empreinte carbone actuellement qui est de 1, voilà. J'anticipe. Donc ce qui fait, donc, nous avons fait une étude d'empreinte carbone et on est en train d'installer à notre usine des panneaux solaires à une capacité de 1 MW. Ce qui fait, ça permet de réduire la facture d'énergie de 30%. Et par la suite, on est en train de réduire notre empreinte, l'effet de serre, bien sûr, CO2. Et par la suite, on va être la première société marocaine à 100% qui va emprunter ou bien labelliser l'empreinte carbone sur l'emballage de notre produit qu'on produit. Et merci. Je
suis à votre disposition, bien sûr, s'il y a des questions. Merci. Je pense que je vais laisser la parole à la personne suivante parce que vu qu'on a dépassé un petit peu le temps et que je puisse en fait justement... Oui, on n'entend pas, c'est ça. Donc voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Nasreddine Yahyaoui pour nous parler de la filière, la valorisation des déchets des D3E, des déchets d'équipements électriques et électroniques. Mais je garde des questions pour vous, donc je vous pose la bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous présenter un peu la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce qu'on appelle en général D3E. Je me présente, Yahyaoui Nasreddine, je suis le directeur général de la société Logipro. C'est une société qui a été créée en 2006. Elle est spécialisée dans la gestion des déchets industriels et notamment le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Je vais vous donner un petit peu une idée sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc les déchets électriques et électroniques, tout appareil qui fonctionne soit par une prise électrique, soit par une batterie, soit par une pile. Les catégories de D3E, il y a aujourd'hui 7 catégories. Il y a les équipements d'échange thermique, il y a les écrans et moniteurs, les lampes, les gros équipements, les petits équipements, les DEIT, c'est les déchets d'informatique et de télécommunication, et les panneaux photovoltaïques. Tous ces déchets-là, ce sont des déchets classés dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des métaux lourds, et les métaux lourds, ils sont très, très nocifs par rapport à l'environnement, par rapport à la santé de l'humain. Je vais vous donner un peu quelques chiffres sur les déchets. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a à peu près 53 millions de tonnes de déchets générés par an dans le monde. Au Maroc, on tourne autour de 127 000 tonnes par an. On va arriver à 164 000 tonnes aux environs de 2030. Aujourd'hui, à peu près, il y a 12% de déchets qui sont collectés et recyclés dans les normes au Maroc. Si on veut parler des déchets d'équipements d'informatique et de télécommunication, ils représentent à peu près 15% du gisement des D3E. On va faire une comparaison au niveau de traitement et le recyclage des déchets DUT. En Amérique, c'est à peu près 9% qui sont recyclés. En Europe, c'est 42%. Au Maroc, en Afrique, 0,9%. C'est presque rien du tout. La composition des déchets d'équipements électriques et électroniques, donc on trouve surtout des métaux, les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le plastique et les déchets ultimes. Comme j'ai dit, les déchets d'équipements électriques et électroniques sont des déchets toxiques, composés de matériaux contenant des substances toxiques, comme le plomb, le cadmium, le chrome, et ainsi de suite. Aujourd'hui au Maroc, il y a, dans le contexte général, il y a à peu près 80% de ces déchets-là, ils sont collectés par des opérateurs de l'informel, qui captent ces déchets parce qu'ils sont au niveau des prix, ils donnent plus au niveau pour avoir ces déchets-là. Par contre, au niveau des entreprises et tout ça, il y a des acteurs qui ne jouent pas le jeu pour que ces déchets soient bien traités. Parce que
On va le dire franchement, il y a des gens qui croient que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne sont pas dangereux. C'est ça le problème. Les pratiques de recyclage aujourd'hui, donc il y a des déchets, ces déchets-là, ils comprennent notamment le brûlage. Ils brûlent ces déchets à ciel ouvert pour les circuits imprimés, pour les fils et tout ça. Donc c'est le plastique qui contient de l'époxy pour récupérer le cuivre et l'aluminium. L'incinération à basse température du PVC, dans telles conditions, présente un fort risque de production de dioxine et de furans, polluants organiques présentant un fort potentiel cancérigène. Les entraves et les dysfonctionnements aujourd'hui qui existent dans la filière des 3E. L'insuffisance dans le cadre réglementaire, même s'il y a un décret sur les déchets dangereux, mais il ne parle pas spécifiquement des D3E. L'absence des statistiques fiables sur les gisements, la persistance des pratiques illégales et prépondérantes du secteur informel, et la situation de sous-développement qui caractérise le secteur de gestion limite la visibilité pour les investisseurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent investir pour mettre en place des usines pour le recyclage de ces déchets-là. Mais malheureusement, vu que l'informel est prépondérant dans ce cas-là, il hésite d'investir. Je vais parler un peu de comment ça se gère au niveau de ces déchets-là, au niveau des entreprises et au niveau de l'État, malheureusement. Aujourd'hui, si on prend l'État, c'est l'État qui a mis en place, c'est l'administration qui a mis en place tout ce qui est législation, pour dire que voilà, ces déchets-là, ils sont dangereux. Malheureusement, dans la pratique, dans les appels d'offres, dans les cahiers de charges, ces administrations, ils mettent dans les cahiers de charges la vente de ces déchets-là. Ils ne demandent ni autorisation, ni est-ce que la personne ou la société qui prend le déchet, est-ce qu'il a des installations? Rien. Ils mettent vente au lieu de mettre recyclage et traitement de ces déchets-là. Et c'est l'État qui le fait. Il ignore le décret qu'ils ont mis en place pour traiter ces déchets-là. On a demandé que déjà l'administration soit exemplaire. Il faut l'exemplarité de l'État. L'État a créé un décret, il faut qu'il soit conforme au décret. Donc ils font le contraire de ce qu'il y a. Donc voilà, c'est ça, c'est une entrave pour le développement de cette filière-là. Je vais parler un peu sur les faiblesses et les forces de cette filière. Donc, je parle de faiblesses. Les secteurs se structurent de domination, c'est la formelle qui le domine. Donc il y a les risques environnementaux qui existent au niveau de la santé de l'humain. Par contre, les forces de cette filière, c'est de la valorisation. Aujourd'hui, ces déchets-là, ils contiennent des métaux précieux, comme l'or, l'argent, le cuivre, l'aluminium, les terres rares. Malheureusement, aujourd'hui, ces déchets-là, ils sont envoyés vers l'étranger, vers la France, vers l'Europe, vers les pays de l'Est. Et ils les prennent à presque 0 dirham. Et puis, ils ne vendent l'or à 500 000 dirhams, l'argent, je ne sais pas combien. Donc, tout ça, c'est vraiment c'est malheureux d'envoyer ces métaux-là vers l'extérieur, puis les racheter à prix d'or.
aujourd'hui, au niveau de recyclage de ces déchets-là, le niveau, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On arrive à récupérer, à collecter ces déchets-là. On fait le démantèlement pour un peu séparer les ferreux, le plastique et les cartes électroniques. C'est là où il y a les métaux précieux. Ces cartes-là, ils sont envoyées vers l'étranger. Les ferreux, il est recyclé au Maroc. Le plastique aussi. Mais malheureusement, les cartes, ils sont envoyées vers l'étranger. Donc voilà, donc, pour que cette filière soit développée, premièrement, il faut arrêter d'exporter les cartes électroniques. Et on l'a demandé au niveau des ministères et tout ça. Ça, c'est la première des choses qu'il faut mettre en place. On a demandé que l'exemplarité de l'État soit là. Il faut que l'État donne l'exemple au niveau des appels d'offres. Troisièmement, il faut mettre en place la REP, ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. J'espère qu'il y a une loi, il y a un décret qui est en place, qui est au niveau du Parlement. J'espère qu'il va finir le plus tôt possible à être mis en place. Et la structuration de la filière. Donc les enjeux économiques et environnementaux de la filière. Donc le développement d'une économie verte, la filière peut engendrer un chiffre d'affaires de 1 milliard de dirhams. C'est pas mal. Une diminution des impacts des matières nocives de protection de l'environnement. Création d'emplois. On peut créer jusqu'à presque 400 nouveaux postes d'emploi verts. Et la protection de la santé humaine et des effets néfastes des 3E. Voilà, merci. Oui, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant, justement, de... Je l'avais respecté. Il n'y a rien à dire. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on va laisser... moi, j'ai pris des notes, justement. Je vous poserai des questions en même temps à l'auditoire. On va... alors... Bon, on a parlé des déchets dangereux, des déchets non dangereux et des déchets dangereux. Mais à côté de ça, je sais que ça présente énormément de pollution, de contamination, de risques sur la santé des citoyens et en même temps des risques de pollution sur l'environnement en général. Mais on a des solutions. Alors, M. Ossou, il est avec nous justement pour nous parler justement des solutions qu'il propose justement pour accompagner les entreprises industrielles. Donc, je rappelle M. Youssef Assou, il est le DG de CTPC. Donc, c'est une infrastructure technologique au service des écosystèmes industriels. Et il va nous parler des rôles, justement, de l'innovation dans la valorisation des déchets et la mise en place d'une économie circulaire. C'est très vague ce que vous allez dire, mais bon. Après, on va cibler les questions par la suite. C'est à vous. Merci Madame Mounia. Donc le CTPC, c'est au fait le Centre technique de plasturgie de caoutchouc. C'est une infrastructure technologique au service des industriels. Et donc la création de cette structure, c'était une initiative du ministère de l'Industrie en collaboration avec l'industriel. Et à l'époque, donc en 2006, c'était un financement de l'Union européenne dans le cadre d'un programme qui s'appelait MEDA 2. Donc la mission de notre centre, c'est l'accompagnement des industriels dans leur mise à niveau technologique à travers plusieurs canaux de prestations. Donc il y en a plusieurs, mais d'abord pour un peu vous éclairer sur le positionnement de centre, il y a un premier niveau de positionnement qui est notre domaine d'expertise, donc à savoir tout ce qui est plasturgie, caoutchouc et matériaux composites. Il y a un deuxième niveau de positionnement qui sont les domaines d'activité stratégiques sur lesquels on est positionné, donc à savoir le BTP, l'emballage, et notamment les emballages qui sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il y a l'agriculture, l'automobile, l'aéronautique, le médical et le recyclage, ou tout ce qui est économie circulaire d'une manière générale.
Le troisième niveau, donc, pour avoir une idée sur le positionnement de notre centre, c'est les offres de valeur. Et là, on a une matrice d'offres de valeur assez diversifiée pour répondre à tous les besoins des industriels. Donc, premièrement, par exemple, il y a la partie normalisation. On est très actif dans les travaux des comités techniques de normalisation pour l'élaboration des normes marocaines et même des réglementations, puisqu'on est le référent technique de EMANOR, l'Institut marocain de normalisation. Et Dieu sait que c'est très important le volet normalisation et réglementaire pour la partie recyclage. Donc on travaille en étroite collaboration avec les industriels, notamment avec l'association que M. Charri préside, qui est affiliée à la Fédération marocaine de plasturgie. Donc justement pour avoir un cadre normatif et réglementaire clair, pour un peu définir les différentes caractéristiques des matières premières recyclées et des produits finis aussi. Et le deuxième volet qui est l'assistance technique, qui est très important aussi. Je peux citer juste un exemple qui va vous donner une idée sur l'importance de l'assistance technique pour les industriels. Ça nous a arrivé d'accompagner un industriel qui, à la base, il travaille avec de la matière vierge. Et grâce à notre accompagnement, on a pu optimiser la formulation de la matière première avec laquelle il travaille pour introduire 30% de recyclé, tout en respectant les mêmes caractéristiques minimales qui sont exigées par le cahier de charge du client final. Donc c'est je dirais, une double motivation à la fois environnementale et économique à la fois. Donc on peut être performant, travailler d'une manière durable tout en atteignant l'objectif économique et financier. Le troisième volet, c'est la partie testing. Donc on est une infrastructure technologique, donc c'est un investissement d'à peu près, depuis la création du centre, rien que dans les équipements techniques, d'à peu près 50 millions de dirhams. Donc j'ai l'occasion de visiter des laboratoires à l'étranger, en Espagne, France, Allemagne, etc. Donc on n'a rien à envier à ces laboratoires de recherche, donc on dispose d'une infrastructure très performante au service des industriels. Et donc c'est une plateforme, c'est des laboratoires, donc on dispose de toutes les accréditations possibles. Donc une double accréditation selon un référentiel international ISO 17025 à la fois par le CEMAC, le service marocain d'accréditation qui relève du ministère de l'Industrie, et COFRAC, donc le comité français d'accréditation. On est un laboratoire agréé par le ministère de l'Industrie pour tout ce qui est contrôle obligatoire. On est un laboratoire reconnu par l'ONSA, donc l'Office national de la sécurité sanitaire et alimentaire. On est un laboratoire accrédité par la société Renault. C'est pas fini. Donc, on est un laboratoire notifié aussi par EMANOR, donc l'Institut marocain de normalisation. Et récemment, on a décroché une accréditation qui s'appelle NADCAP, c'est une accréditation américaine pour le secteur de l'aéronautique. C'est important de disposer de toutes ces accréditations et de reconnaissance pour avoir de la crédibilité, parce que quand on va travailler avec les industriels, on va leur fournir des certificats, etc., pour qu'ils soient reconnus par tout le monde, y compris les pouvoirs publics. Il y a un autre volet aussi en termes d'offres de valeur, c'est tout ce qui est formation. Et donc, dans ce sens aussi, on travaille à la fois avec les donneurs d'ordre et les industriels. Et pour la formation de leur équipe, pour la montée en compétences, donc dans le secteur de la plasturgie. Et justement, ça permet de développer une certaine capacité d'absorption dans l'entreprise, dans les ressources humaines des entreprises, de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est amélioration de la qualité, de la performance. Le dernier volet, c'est tout ce qui est recherche, développement et innovation. Et là, ce qu'on a compris tout de suite et ce qui nous a permis un peu de gagner beaucoup de temps, c'est qu'on ne peut pas faire de l'innovation tout seul, même en tant que centre technique, en tant que laboratoire. Donc on a besoin de d'autres parties prenantes justement pour que l'innovation soit efficace. Et on a réfléchi sur une approche écosystème.
Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de constituer, co-développer avec d'autres partenaires un écosystème innovation efficient. Donc quand je dis d'autres parties prenantes, bien sûr, il y a les industriels, il y a les départements ministériels. Donc on a la chance qu'aujourd'hui, les centres techniques, on a un appui inconditionnel de la part de notre ministère, le ministère de l'Industrie, et qui nous permet justement d'accéder à d'autres départements ministériels, l'agriculture, la santé, etc. Donc à travers le ministère de l'Industrie, il y a les universités. Donc on a franchi ce pas de s'ouvrir sur les universités. Aujourd'hui, on a pratiquement des conventions avec toutes les universités du Maroc. D'accord. Donc et on incube des thésards chez nous, d'accord, qui travaillent sur des projets industriels. Donc c'est ça ce qu'on cherche à atteindre, c'est de constituer, co-développer un écosystème innovation à impact industriel et entrepreneurial. Donc on ne fait pas de la recherche fondamentale, ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas notre objectif, c'est la vocation des universités. Ce qu'on essaie de faire modestement, c'est de réaliser une jonction entre le monde académique et industriel. Et aujourd'hui, tout le monde, je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a une rupture quasi totale entre le monde académique et industriel, sauf bien sûr des exceptions très rares. Donc voilà, grosso modo, le TPC, ce qu'on essaie d'offrir aux industriels, notamment les industriels du recyclage. Merci. Oh, ben, vous pouvez le garder, parce que moi j'ai déjà celui-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup aussi, Youssef, justement, pour cette très très bonne présentation, parce que c'est vrai que moi j'ai découvert beaucoup de choses en tout cas. Franchement, qu'il y a des choses... on a déjà, en fait, oui, vous aussi, bien sûr, que vraiment, on accompagne les industriels, justement, à dépolluer en quelque sorte un petit peu leurs industries, en sachant que, comme on a parlé tout à l'heure, comme M. Abdelhamid il a parlé justement du problème de la décarbonation en fait, qui va être exigée justement pour les produits exportés en Europe. Et c'est vrai qu'il y a urgence justement à passer d'une industrie polluante à une industrie décarbonée. Donc c'est un gros chantier d'ailleurs au Maroc en fait, qui est déjà en cours. Donc vraiment c'est super intéressant ce que vous aviez présenté, mais je pense qu'on va débattre aussi par la suite. Je pense qu'on peut faire une petite pause parce qu'il y a un ministre qui va nous rejoindre juste après. Donc je vous invite à faire une petite pause, le temps d'assimiler un petit peu tout ce qu'on a dit, mais on va reprendre juste par la suite pour terminer un petit peu notre panel, et je vous invite à poser le maximum de questions parce qu'on veut quand même sortir avec des recommandations. Je vous remercie beaucoup et on reprend dans 15 minutes. Merci.